Bonne année à toutes et à tous, merci d'écouter Sounds Like Portraits et bienvenue dans le 150e épisode saison 8 de mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Ingard. Sounds Like Portraits est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Stitcher. Si vous aimez, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com. Pour commencer cette année, je rencontre Félix Hérat, avocat d'affaires et juriste, qui a travaillé au plus haut niveau dans la pharma chez Novartis et Idorsia, dans la banque chez Julius Baer, Globalance Bank et Swiss FinTech, sans parler d'autres sociétés pour lesquelles il est ou a été conseiller ou bien membre du conseil d'administration. Tout au long de son impressionnant parcours, Félix a été un observateur attentif des enjeux de la vie dans l'entreprise et aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles générations qui sont en quête profonde de motivation, la question du sens du travail est devenue centrale. Sur le long terme, Félix affirme même qu'aucune entreprise ne pourra survivre sans répondre clairement à la question de sa raison d'être dans le monde, indépendamment du fait de créer de la valeur. Une manière de signifier la nécessité pour le management de réfléchir au-delà du court terme pour lier sens du travail, motivation et efficacité économique dans l'entreprise. Comment donner du sens au travail, c'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Félix, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'étais guidé par ma curiosité. Je suis quelqu'un qui a besoin, comme la nourriture, de parler, d'interagir avec les autres personnes. Quelles sont les personnes qui ont le plus impressionné ta curiosité ? Alors, c'est une question intéressante pour moi-même. Parce que moi, je suis grandi dans une famille à Schaffhouse, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, petite ville, et c'était aussi un peu la culture de ma famille, avec tout le respect. On s'est inséré, on y était depuis des générations dans ce cadre un peu limité, mais qui a donné de la certitude. Alors, dans ma volonté de découvrir ce qui était sur l'autre bout de la route, si je peux le dire comme ça, je dirais, on m'a laissé. J'étais un homme libre déjà comme gamin, comme jeune adulte, mais probablement j'étais pas tellement guidé par mes plus proches. À un certain point, j'ai plus supporté ce sens, pour le dire banalement, de devoir saluer une dizaine de personnes en croisant la place principale de la vie. Cette impression que tout le monde a déjà une impression, une vision de moi-même. Et c'était à une époque où c'était pas tellement facile de laisser la maison. À Schaffhouse, j'ai étudié à Zurich et j'ai fait le trajet chaque journée parce que c'était pas tellement facile. Et puis j'ai inventé quelque chose. J'ai convaincu mes parents que 2 semestres à Lausanne serait une bonne chose pour ma carrière professionnelle. Et c'était pour moi peut-être le petit pont, pas nécessairement arrivant à Lausanne, ça aurait pu être Genève, une autre ville aussi, mais de vivre ma curiosité, de commencer à découvrir ce qu'il y avait encore. Tu as toujours été curieux. Qu'est-ce qui t'a guidé, tout jeune, vers le monde des affaires ? Essentiellement, je ne peux pas dire, parce que ma compréhension de cette notion serait que j'ai eu un plan. Je n'avais pas de plan. Mais avec le recul, est-ce que tu découvres qu'il y avait quand même, non pas un plan, mais peut-être un fil ? Peut-être pour le dire comme ça. Quand j'ai approché la fin de mes études de droit, c'était pas forcé, pas nécessaire de devenir le grand avocat, le grand juriste, etc. Moi, il me fallait me décider entre des options qui avaient tous des avantages, des aspects intéressants. Pour moi, l'histoire, un grand intérêt pendant toute ma vie.
Mais j'ai commencé à réfléchir qu'étudier histoire pourrait être fascinant, mais qu'est-ce que je fais après? Et l'instituteur, le professeur, un gymnase, je ne voulais pas devenir. Ça, je savais. J'ai flirté avec la diplomatie. Mais là, je ne savais pas exactement ce que ça pourrait signifier. J'ai flirté avec la littérature allemande. De nouveau, professeur à un gymnase, pas vraiment. Et puis, il y avait cette possibilité du droit. Du droit, je me suis certainement intéressé du point de vue comme une société s'organise. Et après, quelque chose d'intéressant s'est passé. Et c'était qu'après peu de mois, j'ai réalisé that this is mine, que j'ai trouvé quelque chose, où je pourrais aller dans des directions tout à fait différentes, mais que le contenu, le noyau dur m'a profondément intéressé. À quel signe est-ce que tu as senti que tu étais dans ton élément? C'est beaucoup lié à la manière de penser. Le juriste pense, il devrait au moins, il pense dans une certaine manière. Analytique, les faits sont importants, mais à la fin de l'histoire, il y a toujours l'être humain, avec toutes ses émotions, avec toutes ses irrationalités, ses rationalités aussi. Mais quand j'ai découvert que ce que me disent les professeurs, ce qui nous a été enseigné dans les cours, que c'était une certaine manière à approcher les choses intellectuellement, à y penser, probablement c'était là. C'était la manière de penser. Avec le recul, depuis tes commencements comme juriste d'entreprise, comme avocat d'affaires, est-ce que ta motivation au travail a changé? Certainement, pendant les années, les décennies, cette motivation s'est transformée, s'est modifiée, c'est certainement plus la même chose, mais je crois quand même que le noyau dur est resté le même. Et c'est cette curiosité, qu'est-ce que mon contrepart y pense, qu'est-ce qu'une solution raisonnable y pourrait être, qu'est-ce qu'on peut décrire. Moi, je trouve encore aujourd'hui, et là, il faut faire attention un petit peu dans cette époque de multicrise où il y a tant de aspects très préoccupants que ça ne paraît pas cynique, c'est pas cynique, mais je trouve l'époque dans laquelle nous vivons incroyablement intéressant du point de vue de la société, du point de vue comment se développe la manière d'interagir, la technologie, la politique. Et j'en suis convaincu que dans 50 ans, quand les historiens vont décrire notre période, ils vont écrire d'une époque de grands changements de paradigme. Tu t'intéresses particulièrement à notre époque de crise, tu t'intéresses au sens de l'autre, au point de vue de l'autre. Et c'est peut-être ça justement qui est en crise aujourd'hui. C'est ce manque d'intérêt pour l'autre, pour la contradiction, pour l'opposition. Quelles sont les raisons fondamentales? Pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent plus beaucoup pour les autres? Une de mes thèses, c'est qu'on vit une période incroyablement complexe. Qu'est-ce que l'être humain fait ou a la tendance de faire dans une telle situation? L'individu se retire dans un espace où la complexité, la situation de la vie semble encore gérable. Où la complexité a disparu et du coup ne reste plus que les préjugés et des idées assez grossières finalement sur le monde et sur l'autre. Absolument. Oui, c'est certainement un danger. Un autre danger, c'est la fragmentation que nous vivons. Il me paraît parfois que les groupes où on interagit, où on a des rapports, des liens, deviennent toujours plus petits. Par exemple, en Suisse, ça s'exprime peut-être un petit peu que notre système du volontariat, qui est un pilier de notre société. Moi, je suis encore
j'étais encore formé dans une période où on me disait, pour réussir dans ta vie, il te faut faire trois choses. Il te faut faire un bon métier dans ta profession, quelle que soit. Il te faut faire le service militaire. Et il te faut faire quelque chose pour la collectivité. Soit tu peux faire de la politique, soit tu deviens le président du club de tennis de ta commune, mais il te faut faire quelque chose pour la communauté. Et ça a largement disparu. Est-ce que dans ta vie professionnelle, tu as eu un ou des mentors? Oui, je dirais, bon, j'avais le privilège énorme, presque toute ma vie professionnelle. J'étais toujours ensemble avec des personnalités très fortes qui, par leurs actes et décisions, avaient joué, sans peut-être le savoir, un certain rôle de mentor pour moi. Un mentor, en général, c'est quelqu'un qui aide à apprendre de sa propre expérience. Ce que je comprends, c'est que toi, tu es capable d'apprendre par toi-même de ton expérience. Oui, j'ai essayé d'apprendre, certainement, pas peut-être, avec certitude. Si j'aurais eu un grand mentor, avec tant de respect mutuel, etc., peut-être certainement, je n'aurais pas fait certaines erreurs, mais peut-être les erreurs étaient aussi importantes. C'est un peu difficile de dire pour moi comment ça aurait été si j'aurais eu ce mentor. Parce que le concept, j'ai essentiellement découvert quand je suis entré dans la grande société multinationale avec tous ces processus, etc., où il y avait un système que les exécutifs étaient aussi mentors des talents très, très, très promettants. Alors, j'avais 2 ou 3 jeunes associés où j'étais désigné le mentor. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire quand on est un bon mentor? Moi, je dirais, c'est une bonne question. Tous les individus sont uniques. Et ils ont leur carrière, ils ont leur chemin professionnel, ils ont leurs valeurs. Alors, il ne faut pas dire ce qu'ils doivent faire. Les Anglais, les Américains ont cette expression « food for thought ». Il faut démontrer, montrer des options, des optionnalités. Est-ce que tu as pensé à ça ou cela? Mais je ne crois pas qu'un bon mentor donne des réponses. Il pose les questions justes. Et peut-être aussi donner un peu de courage à ces personnalités à penser diversement. C'est ce que j'essaye de faire, certainement pas toujours avec succès. C'est au moins un fil rouge dans ces entretiens. Pour toi, la curiosité t'a permis de vivre ou de faire ce qu'un mentor t'aurait apporté, c'est-à-dire de voir les options possibles qui t'étaient offertes. Ça pourrait certainement être un élément, mais moi, j'avais toujours, dans ma vie professionnelle, je dirais, beaucoup de la chance, que des opportunités se sont ouvertes, que des gens se sont intéressés pour moi, afin que je puisse vivre ma curiosité. Est-ce que tu as eu de la chance ou est-ce que tu as provoqué ta chance? Moi, je dirais toujours à cette question, et c'est une question que tant des gens posent, j'aimerais avoir une carrière comme toi. Comment est-ce que je peux planifier cela? Et moi, je réponds toujours, et c'est ma conviction, qu'une carrière professionnelle, on ne peut pas vraiment planifier. Parce que ça a à faire avec beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Mais quand une opportunité s'ouvre, il faut être prêt. Quand j'étais encore dans l'étude d'avocat, j'ai fait évidemment l'avocat, j'étais le président d'une association globale. Je me suis décidé d'ouvrir la première succursale dans une région, le Tessin, où je ne parlais pas la langue. Mon vocabulaire, quand je me suis transféré avec la famille au Tessin, c'était essentiellement pizza et espresso. Mais le défi m'a motivé et la curiosité et certainement aussi l'ambition. D'autres personnes m'ont toujours dit,
c'est une erreur de faire tant de choses parce qu'il te faudra, si tu veux faire vraiment une grande carrière d'avocat, il te faut te concentrer maintenant sur un certain sujet que dans le temps, les gens commencent à comprendre que c'est l'expert dans ce domaine. Et moi, j'ai toujours dit, j'aime d'être avocat, mais j'aime tant d'autres choses. Je veux les continuer et la situation professionnelle m'a permis de le faire. Et puis, une opportunité s'est ouverte, tout à fait surprenant. Et moi, j'avais jamais travaillé dans une grande boîte. Et là, il me fallait reprendre une équipe dans tout le monde de 1000 personnes. Moi, j'avais jamais la responsabilité directe pour plus de 2 ou 3 personnes. Et je me rappelle encore le président du conseil d'administration dans l'entretien final m'a dit « J'ai regardé très très attentivement ce que vous avez fait les derniers 25 ans et vous avez fait tant de choses, rien dans notre industrie, mais vous verrez si on met ensemble toutes ces expériences des secteurs divers, vous maîtrisez facilement ce que vous ne connaissez pas encore. » Et c'était comme ça. Avec le recul, quelle est justement ta définition de la créativité ? Cette créativité dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Évidemment, on pourrait dire ce sont les inventions, ce sont l'innovation. Pour moi, c'était toujours la question. Nous parcourons la vie, dans la vie normale, avec une fraction de notre potentialité individuelle et collective. Alors, on peut essayer d'augmenter la potentialité de l'individu, de l'entreprise, et ça vaut aussi pour des autres organisations, mais restons sur l'entreprise, en employant un consultant. Les grandes boîtes de consultancy qu'on utilise dans les grandes sociétés, pour essayer d'augmenter la fraction que les gens utilisent. Et moi, j'étais toujours convaincu que la culture d'entreprise est fondamentale dans ce jeu. Si je réussis dans mon équipe de les enthousiasmer du projet commun, de leur donner un sens dans l'activité de tous les jours, de leur donner ce sens de respect, qu'ils sont importants, je crois que c'est une qualité de l'être humain qu'il ait pu disposer à faire ce fameux extra mile, qui est rien d'autre que je suis disposé à te donner, à l'organisation, à l'équipe, plus de ma potentialité que je n'ai pas utilisée aujourd'hui. C'est un élément important pour la créativité dans l'entreprise, parce que si je réussis à donner les collaboratrices, les collaborateurs ce sentiment qu'ils jouent un rôle, même dans la société gigantesque, ça facilite, ce n'est pas une garantie, mais ça facilite la volonté de l'individu de me donner plus de ses connaissances, ses expériences, de sa potentialité. Et si je peux augmenter la potentialité, c'est une pensée tout à fait théorique, par 10%, je suis la société avec plus de succès dans le monde. La condition que tu mets pour que des employés d'une société se dépassent, elle est vis-à-vis du management, c'est qu'il y ait une cohérence, c'est que le management incarne les demandes qu'il fait à ses collaborateurs. Alors moi, je suis absolument de l'opinion que la culture d'entreprise, c'est quelque chose de top-down. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours comme responsable, et puis ça peut réussir. Alors je l'appelle l'authenticité, de vraiment avoir une identité entre les paroles et les actions. Et ce que j'ai découvert, c'est que les gens observent très très attentivement. Ça doit venir du management dans l'entreprise, du CEO, même du conseil. Et puis, c'est normalement, surtout dans des moments de changement,
C'est un processus très long, très difficile de convaincre tous les niveaux de la société afin qu'on puisse ouvrir vis-à-vis cette créativité, cet enthousiasme, cette volonté de s'engager des collaboratrices et des collaborateurs. Mais si le management n'est pas à la hauteur de ça, si il y a un manque de cohérence, comment faire? Ça, c'est une très bonne question. Là, évidemment, notre droit, les règles attribuent des responsabilités dans une société, mais nous savons tous que ces responsabilités ne sont pas toujours exercées. Alors, ça devrait, à la fin, venir d'un conseil d'administration, mais c'est une question très difficile. C'est une question très souvent où il n'y a pas de réponse et les exemples, nous connaissons tous, où ça n'a pas été, cette responsabilité n'a pas été exercée. Dans ton travail de juriste d'entreprise, dans l'industrie, dans la banque, dans de multiples domaines, quelle est ta part de créativité, justement, en tant que juriste? Moi, je dirais l'aspect de la créativité plus important, comme responsable d'un secteur, d'une société, c'est de trouver la balance et c'est l'équilibre entre donner de la responsabilité vraie aux collaboratrices et collaborateurs, de l'espace, aussi la liberté d'essayer certaines choses. C'est un aspect de cet équilibre, mais l'autre aspect est évidemment aussi l'aspect de contrôle, de supervision, de correction. Et dans un tel équilibre, moi j'en suis convaincu que ce que j'appelle la culture de l'erreur joue un rôle important. Parce que les erreurs se passent toujours. Comment je réagis comme société sur des erreurs qui se passent? Et là, il y a les extrêmes. Il y a peu qui disent l'erreur est une belle chose. Pourquoi? Parce que des erreurs, on peut apprendre rapidement et on fait une expérience qui aide en direction de la solution où on peut y arriver. Il y a l'autre extrême qui dit l'erreur, c'est quelque chose à éviter, il ne faut pas, et s'il se passe, il y aura un coupable. Et probablement ni l'un ni l'autre est complètement juste, mais je ne peux pas arriver à m'attendre la créativité de mes gens si je ne laisse pas cette possibilité d'erreur. Parce que créativité à faire quelque chose, ou beaucoup, avec la liberté d'essayer des choses. Et si j'ai la liberté d'essayer la chose, c'est inévitable que parfois je vais aller dans la direction erronée. C'est quoi la différence pour toi entre l'erreur et la faute professionnelle? La faute professionnelle à faire avec une négligence, un manquement d'intérêt, d'engagement, de négligence, etc. Et ça, il faut éviter. Mais l'erreur, ça peut être la direction où je voulais pas y arriver, mais où je suis arrivé parce que j'avais pas l'expérience. L'erreur, c'est quelque chose de normal. Pour moi, l'erreur, c'est quelque chose de normal. Il n'y en a pas de société de start-up qui ne change pas sur son journey, sur son chemin, les directions plusieurs fois. C'est normal. L'erreur est inévitable. Absolument. Bon exemple, la recherche dans la pharmaceutique, la recherche scientifique, c'est une suite d'essais et des erreurs et de tirer des conséquences. À propos de ce climat de confiance que tu évoques pour laisser des erreurs émerger et pour apprendre de ces erreurs, il y a aussi la question du sens du travail. Comment est-ce qu'on peut donner du sens au travail en entreprise? Ça, je crois, dans ma vie professionnelle, c'est probablement un des aspects qui ont changé énormément. Ça, je vois dans la jeune génération d'aujourd'hui qu'ils ont
des exigences qui sont très différentes de mes exigences il y a 40 ans. Il fallait, si possible, aller dans une grande société avec une bonne réputation, dans une banque, dans une société pharmaceutique. La monnaie était une priorité importante. Et peut-être, j'exagère un petit peu, mais seulement un petit peu, oui, il y avait aussi le contenu. Et là, j'observe, et c'est certainement pas noir et blanc, mais j'observe que les exigences des jeunes, de mes enfants, des jeunes que je vois sur leur parcours professionnel, c'est l'exigence implicite que ce que m'on demande à faire et à réussir, ça doit avoir un sens pour l'entreprise, un sens pour la société, un sens pour moi comme individu. Un exemple d'une situation qui était peu imaginable il y a 30-40 ans. Et c'est qu'un grand talent, une femme et un homme qui ont réussi énormément dans les études, etc., dans ma génération, c'était très clair qu'on a essayé d'aller dans la grande société. Aujourd'hui, je vois de ces personnes qui commencent avec leur start-up, qui pourraient gagner beaucoup plus d'argent, mais pour eux, c'est important. Le défi, est-ce que je suis capable à réussir avec quelque chose où personne n'a réussi jusqu'à maintenant, des autres motivations. Moi, je partage pas l'opinion qu'on entend parfois que la jeune génération ne veut plus travailler, ne veut plus s'engager, etc., etc. Il y a certainement ceux aussi, mais probablement il y avait aussi dans ma génération, mais où je vois des différences très claires. Ce qu'on leur demande de faire doit avoir un sens afin qu'une motivation peut se créer. Et cette motivation, c'est plus seulement la carrière dans un sens hiérarchique, l'argent, la réputation dans la société. Il y a d'autres choses. Et c'est ce fameux purpose à lequel je crois. Cette question du sens, ça veut dire que le travail n'est pas séparé de la vie que les gens ont dans une entreprise. Ça, c'est une bonne question où j'ai toujours, il me faut l'avouer, que j'avais toujours des problèmes avec ce concept de work-life balance. Parce que le travail, c'était toujours une partie intégrale de ma vie. Et la vie avec tous ces aspects, sensations, était toujours un aspect de mon travail. Dans toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé au moins une certaine période, même si c'était seulement 1 heure, 360 journées de l'année, parce que je n'avais pas de problème avec cela, parce que c'était ma vie. Et pour le dire aussi, j'avais une famille, des enfants, j'ai une famille, des enfants, la même épouse depuis presque 40 ans, etc. Et les enfants vont leur direction. C'est certainement vrai que ma famille m'a permis d'organiser ma vie comme ça. Et je suis très, 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 très heureux que c'était apparemment une version de la vie qui était acceptable pour la famille, parce qu'il y avait ces moments où je me suis demandé, mais est-ce que c'est en ordre vis-à-vis de la famille de travailler tant? Mais à la fin de l'histoire, bon, on n'est pas encore arrivé à la fin de l'histoire, j'espère, mais maintenant où ces enfants sont des jeunes adultes qui vont leur chemin, que la famille est une famille merveilleuse, alors ça a marché et c'était certainement une autre fortune. Mais pour retourner à votre question, oui, j'ai toujours eu des problèmes avec ce concept qu'il y a une séparation entre la vie et le travail et je continue à avoir cette difficulté. Mais aujourd'hui, peut-être que la question du sens du travail en entreprise, c'est la question de la raison d'être de l'entreprise.
parce que c'est l'environnement et l'environnement global qui est pris en compte. Ouais. Autrement dit, pas seulement pour faire de l'argent. Il faut qu'on ait cette conscience d'être utile finalement en travaillant. Là, il y a un exemple, une anecdote que j'ai appris assez tôt dans ma carrière et je la trouve encore merveilleuse. Il y a la femme de nettoyage à l'aéroport. Il y a deux. Demandez à ce qu'elle fait. Elle répond, la première, je nettoie les toilettes. C'est ça ce que je fais toute la journée. Et l'autre répond à la même question et sur la base de la même activité, je facilite le voyage pour les gens. Et ça, je trouve merveilleux pour ce concept d'une motivation dans le travail. Moi, j'en suis convaincu, aucune organisation, entreprise peut survivre à la langue. Peut-être pour une certaine période, mais à la langue qui ne sait pas répondre à une simple question. Pourquoi est-ce que le monde a besoin de cette organisation? Ça, c'est le secret aussi de la motivation, du purpose, que je sais comme collaborateur, collaboratrice, que ma collaboration, ma coopération, mon emploi sert à quelque chose qui est nécessaire pour la collectivité, pour le monde, pour le dire comme ça. Et c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait dans une étude d'avocat où il y a des centaines d'études d'avocats? Mais toute organisation a sa propre culture, son propre DNA, et ceux qui réussissent à répondre à cette question auront plus de succès. Est-ce qu'une des responsabilités du management, ce n'est pas justement de transmettre l'histoire et les valeurs de l'entreprise pour permettre à ceux qui y travaillent de comprendre la marge de manœuvre, la marge de créativité de l'entreprise elle-même? Absolument. La culture d'entreprise est quelque chose qui doit être géré top-down. Le premier qui doit la vivre, cette culture, qui doit avoir aussi cette curiosité afin qu'il puisse transmettre à des autres, ça commence au top. Et on le voit lorsqu'il y a un passage de responsabilité d'une génération à une autre, s'il n'y a pas ce souci, on entre dans des non-dits, on entre dans des difficultés de compréhension et parfois des absences de communication d'une génération à une autre. Oui, je dirais pas seulement d'une génération à l'autre, mais c'est probablement aussi déjà dans le passage d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre. Oui, ce sont des moments difficiles pour les entreprises, pour toute organisation, tous ces passages, soit des générations, soit des individus. Ce sont des moments difficiles. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est en transmettant la culture d'une entreprise que ceux qui la vivent la découvrent, en mettant des mots? Oui, absolument. Une culture d'entreprise, d'organisation, de groupe doit être vécue. Ce n'est pas la question d'une PowerPoint présentation. Tant d'organisations y croient encore qu'il faut préparer des présentations, des cours, etc. Et puis c'est fait. Mais une culture doit être vécue. Parce qu'à la fin de l'histoire, avant la créativité, il y a encore autre chose. Et c'est ma volonté de m'engager qui me permet après de développer des options, d'essayer, ou en autre mot, d'être créatif. Et finalement de greffer ma propre histoire dans l'histoire de l'entreprise. Oui, absolument. C'est une bonne image que mon histoire devient partie de l'histoire de l'entreprise et vice-versa. Que le DNA de l'entreprise a un impact sur de moi. Félix, je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que tu as une question que tu souhaiterais me poser? Alors Philippe, ce concept de la créativité d'entreprise, dans une entreprise,
qu'il faut laisser de l'espace aux gens ce concept de la potentialité des individus qui n'est jamais complètement exercé, disons. Est-ce que tu trouves que ce concept s'applique aussi dans des autres interactions, dans des autres groupes, organisations, ou c'est plutôt quelque chose limité aux entreprises? Je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale, parce qu'au fond, la créativité, ça consiste à aligner ce que l'on est avec ce que l'on fait. C'est un besoin qu'on a toujours. Au fond, la créativité, c'est une façon de dire être heureux au travail. Moi, j'ai commencé ce podcast à un moment où je questionnais ma propre créativité. Et au lieu de réfléchir seulement intellectuellement à la créativité, j'ai voulu rencontrer des personnes créatives pour être au contact de leur enthousiasme, de leur énergie, de leur charisme, pour que ce soit inspirant pour moi et au travers moi, tous ceux, toutes celles qui écoutent le podcast. Donc pour moi, c'est une façon de parler du bonheur. Merci beaucoup. C'est une très bonne définition de la créativité comme ce sentiment difficile à définir, mais à ce concept du bonheur. Oui, je crois que créativité dans l'entreprise, c'est une bonne définition de faire se sentir bon, se sentir heureux les gens. Et puis, ils vont s'engager de plus. Félix, je vais te laisser seul 1 minute en te laissant le micro et s'il te plaît, ajoute ce que tu souhaites à notre conversation pour que tu aies le dernier mot. Alors pour moi, ces questions de Philippe étaient très engageantes. Ces questions m'ont fait réfléchir sur ma carrière professionnelle, sur les éléments portatrices de cette carrière, de cette vie professionnelle qui était toujours ma vie personnelle aussi. Et je crois effectivement que la curiosité qui m'a été donnée dès que j'étais un enfant, un petit enfant, m'a porté à découvrir tant des aspects incroyablement intéressants de notre vie, pas toujours positifs, parfois difficiles, mais enrichissants. Et pour ça, je suis très gré à ce parcours que j'ai pu parcourir pendant les derniers temps d'années. Un grand merci Félix d'avoir partagé ton histoire et tes réflexions inspirantes dans Sounds Like Portraits. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.